Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Musée des Arts et Métiers. Ce soir, nous sommes réunis pour une conférence qui a pour titre « Restauration à l'échelle, modèles et maquettes au Musée des Arts et Métiers ». Cette conférence a eu un double prétexte. D'une part, une introduction un peu thématique à la prochaine exposition temporaire du musée, qui s'appelle Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle, et qui exposera une partie des modèles qui ont été restaurés, qui vous seront présentés ce soir. Et son autre prétexte, ce sont les Journées du patrimoine qui débutent et qui, bien sûr, mettent en avant tous les métiers du patrimoine, métiers qui sont pratiqués par un certain nombre de nos collègues au sein du Musée des Arts et Métiers. Donc, ce soir, nous accueillons Anne-Laure Carré, responsable des collections matériaux et commissaire de l'exposition Top Model, et Rémi Catillon, restaurateur du patrimoine et responsable de l'atelier de restauration du Musée des Arts et Métiers. Merci. On va faire un petit essai pour parler avec un masque dans un micro. Si vous n'entendez rien, faites un grand signe. Voilà. Sinon, on s'en affranchira peut-être. Et Marjolaine a bien mis un petit peu les deux points d'accroche de cette petite conférence qui est en effet un peu une mise en bouche par rapport à l'exposition qui ouvrira le 15 octobre, ou du moins on l'espère, et on fait tout pour. Et donc, avant de vous montrer un petit peu plus ce travail réalisé ces derniers mois dans les ateliers, quelques diapositives sur le cadre réglementaire dans lequel s'exercent toutes ces actions. Pour certains d'entre vous, aujourd'hui dans la salle, ça doit être très bien connu, mais donc le Musée des Arts et Métiers est un musée de France, et donc dans ce cadre-là, régi par le Code du patrimoine, qui a désormais est le cadre réglementaire commun à l'ensemble des collections en France, pas simplement d'ailleurs des musées, mais notre grande loi de référence est celle signée en 2002 par le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale, qui a été reprise donc, dans le Code du patrimoine en 2004. Alors, un musée de France implique différentes spécificités. Ce sont des collections publiques qui ne sont ni vendues ni données. Elles sont dites inaliénables. Elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie. Elles sont donc insaisissables. Et en cas de vol, aucun délai de prescription ne peut limiter les recours en justice d'un musée. Elles sont imprescriptibles. Voilà, c'est notre grande triade légale, on va dire. La gestion d'un musée de France est aussi encadrée par un personnel scientifique qualifié. Et la restauration des collections, un autre point important que la loi musée, en tout cas, a souligné en 2002, c'est que la restauration des collections est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définie par décret. Voilà. Et elle est également soumise à l'avis de commissions scientifiques pluridisciplinaires, le plus généralement pour nos collègues de musées en région, commission régionale ou interrégionale, et puis dans le cadre d'un musée national, comme pour nous, par une commission propre à l'établissement. Alors, la restauration du patrimoine, restaurer des œuvres est quelque chose qui est extrêmement ancien, et je n'ai aucunement l'intention de vous faire un cours sur l'histoire de la restauration, mais d'un point de vue des formations, d'un point de vue scientifique et de ce point de vue légal, elle est un phénomène assez récent. Et aujourd'hui, lorsque les critères donc, pour définir ces professionnels diplômés sanctionnent en fait une filière et un parcours soit universitaire, soit dans des écoles qui sont reconnues pour décerner des formations spécifiques en conservation-restauration. Et les professionnels diplômés de ces différentes filières interviennent pour des prestations libérales dans le cadre de marchés publics ou de la commande publique. C'est le cas le plus courant. Ce n'est
c'est un peu notre cas au Musée des Arts et Métiers, parce que nous faisons aussi appel à ces spécialistes, mais nous avons aussi la chance, et c'est une grande chance, d'avoir un atelier de restauration dont Rémi vous détaillera un petit peu le fonctionnement et les modalités un peu plus tard. Et évidemment, dans le monde des musées qui relèvent en particulier du ministère de l'Enseignement supérieur, comme le Musée des Arts et Métiers, on peut avoir des professions et des spécialisations très particulières, et ce qui implique que nous ayons des collègues taxidermistes qui sont également des professionnels reconnus au titre de la loi, ou bien les ateliers du musée de l'air ou du musée de la marine, qui abrite également en leur sein quelques fonctionnaires ayant à la fois ces qualifications et ces spécificités très différentes de ce que l'on entend par restauration, je dirais, globalement. Et puis, peut-être également un autre petit point de doctrine de base. Cette profession donc, auquel on accède par le biais de ces filières universitaires ou ces écoles, elle est également encadrée par un certain nombre de points déontologiques et qui sont rappelés sur cette slide. Donc, toute intervention sur un objet doit être visée à sa conservation. Il ne s'agit pas de le modifier. On a tous en tête ce que les journaux ont rapporté dans certaines églises en Espagne où on a pu complètement modifier l'allure de tableaux, etc. Ou bien encore récemment sur le Tiepolo dont on parlait également. Et ces interventions, elles doivent également être le plus possible réversibles, puisqu'on s'inscrit dans une longue histoire d'œuvres qui ont parfois déjà fait l'objet de soins et de procédures, et qui probablement dans le futur, car elles sont toutes dans des états de fragilité plus ou moins avancés, devront continuer, sur lesquels il devra encore y avoir des interventions. Il faut donc respecter l'histoire et l'intégrité physique des objets, se limiter au strict nécessaire, que cette intervention soit identifiable si ce n'est visible. Elle doit être stable, évidemment, donc dans le respect de l'utilisation de produits le plus inoffensif, et elle doit être documentée, ce qui est aussi très important et nous concerne dans le cas des objets dont nous allons parler ce soir. Là encore, je prends le cas maintenant plus spécifique du Musée des Arts et Métiers. Nous avons une base de données dont le logiciel s'appelle TMS, et cette base de données nous permet, par le biais d'un onglet spécifiquement consacré à la conservation, d'alimenter toute une série de champs, d'y inclure les photos des traitements, les schémas, les rapports de restauration, etc. Et donc de constituer toute cette importante documentation qui est à chaque fois ouverte et reconsultée lorsque on doit sortir un objet, que ce soit pour une consultation, pour une demande de prêt ou une mise en exposition. Voilà. Peut-être pour... J'aurais dû mettre la slide ici, mais un petit moment de publicité. Cette base de données est maintenant accessible sur le site internet du musée dans une version moins, on va dire, avec une interface un petit peu plus agréable que ce que vous avez ici à l'écran, qui est notre interface de travail. Et donc, c'est un onglet spécial qui s'appelle « Collection » sur le site internet que vous pouvez retrouver. Donc, l'ensemble des fiches des plus de 80 000 objets de la collection sont disponibles ainsi. Alors, je vais te céder la parole. On va donc rentrer un peu plus dans le concret, on va dire, dans le vif du sujet. Encore, le concret, ça viendra un peu plus tard. Mais simplement pour vous dire un peu comment on décline ces principes, ces grands principes qu'Anne-Laure vient d'énoncer. Lorsqu'un objet arrive dans les ateliers pour être restauré, on va commencer par faire ce qu'on appelle un constat d'état. Donc c'est relever sur l'objet en fait toutes les altérations, en fait tous les défauts, tout ce qu'on peut relever comme traces, comme marques sur l'objet, qui peuvent être soit des traces du passage du temps, d'un accident de manipulation,
d'éclaboussures liées à, par exemple, des travaux de peinture à proximité. Enfin, on a toutes sortes d'incidents qui peuvent arriver sur un objet. On a aussi le passage naturel du temps, puisque les matériaux vieillissent. Le bois, par rapport à l'humidité, en prenant ou en rejetant de l'humidité, peut se déformer, se rétrécir. On peut avoir des apparitions de fentes, etc. On a les plastiques qui vieillissent de manière chimique aussi, presque naturellement, en tout cas par rapport à leur environnement, etc., etc. On a aussi des altérations qui peuvent être liées à la vie de l'objet et à son usage, notamment nous au Musée des Arts et Métiers. Comme on a des objets, on a certains objets qui ont été faits pour la démonstration, pour être exposés par exemple à une exposition universelle et qui sont rentrés, qui sont vraiment des objets d'exposition. Mais on a aussi des objets de la vie courante ou des objets techniques qui ont servi et qui rentrent dans les collections après avoir servi. Et donc là, on va relever sur l'objet des traces, des altérations, mais qui sont liées à sa vie d'usage. Et donc, c'est là où intervient le diagnostic, c'est-à-dire qu'on va essayer de savoir d'où proviennent toutes ces altérations et essayer de les classifier comme ça pour savoir quelles sont les altérations justement qui témoignent de la vie de l'objet et quelles sont les altérations qui peuvent aussi témoigner d'accidents d'ailleurs dans cette vie de l'objet, mais qui peuvent parfois témoigner de mauvaises conditions de conservation et qui sont moins susceptibles d'être conservées pour l'histoire de l'objet. Et surtout, on va faire aussi, c'est lié au diagnostic, mais ce qu'on appelle le pronostic, c'est quelle est l'évolution de ces altérations, puisqu'on a certaines altérations qui sont stables, en fait, c'est-à-dire que l'objet, peut-être s'est usé pendant son fonctionnement, mais s'il ne fonctionne plus, ne va pas continuer à s'user. Par contre, on a des altérations qui vont continuer et qui mettent en péril l'objet dans le futur et la conservation de l'objet dans le futur. C'est le cas, je vous disais, des plastiques qui se dégradent chimiquement. En fait, les produits dégagés par les plastiques, par exemple, lorsqu'ils se dégradent, peuvent eux-mêmes accélérer cette dégradation. Donc là, c'est important de les absorber, de les retirer, notamment avec parfois du charbon actif qui permet de capter ces émanations pour éviter qu'elles ne restent pour acidifier l'environnement. Ça peut être un objet, par exemple, qui est cassé et qui, de cette cassure, est instable, risque de tomber et de se dégrader encore plus. Donc là, voilà, on a ce genre d'altérations qui vont évoluer. Un métal qui est corrodé, qui est oxydé, rouillé, comme on le dit pour le fer notamment, ça c'est aussi des altérations qui peuvent continuer à dégrader l'objet. Et donc en fonction de tout cela, avant on a effectivement aussi une partie étude de l'histoire de l'objet, c'est-à-dire effectivement comme je vous disais les traces, savoir d'où viennent ces altérations, et donc savoir quel est ce qu'on peut trouver comme documentation, quelle est l'histoire de l'objet, ce qui peut nous renseigner sur l'origine de ces traces et leur survenue. Et puis des études aussi avec les laboratoires, notamment les laboratoires qui travaillent pour le patrimoine, donc le C2RMF, Centre de recherche et de restauration pour les musées de France, et puis le LRMH pour les monuments historiques. Je fais une parenthèse, mais vous avez sur les grilles du CNAM en ce moment d'ailleurs une petite exposition de photographiques sur le laboratoire de recherche des monuments historiques, le LRMH, qui fête cette année ses 50 ans. Et donc voilà, cette petite exposition en partenariat. Et donc ces analyses en laboratoire vont nous permettre de mieux comprendre l'objet, soit d'en identifier les matériaux constitutifs, donc ça va permettre de renseigner l'histoire de l'objet et l'histoire de l'objet et sa documentation, mais ça peut nous permettre, nous aussi, en identifiant les matériaux constitutifs, savoir ce que l'on va pouvoir utiliser, nous. Si on veut nettoyer un vernis, par exemple, on veut enlever ce qui est sur le vernis, par exemple, s'il a été taché, mais sans enlever le vernis lui-même, bien sûr. Donc il faut savoir quel est ce vernis, à quel solvant il va être sensible ou non. Ça peut aussi permettre d'identifier des altérations. Vous avez l'exemple ici d'une vis d'Archimède, dont le verre, on le voit sur cette photo, on voit un verre opaque. Quand l'objet est arrivé dans les ateliers, on a pensé que le verre avait subi un traitement, avait été sablé, avait subi un traitement pour être opaque, ce qui en même temps paraissait étonnant, puisqu'on imaginait ici avoir un liquide coloré. En plus, on avait des traces de colorant dans la cuve, donc un liquide dont on veut voir le mouvement dans la vis, donc c'était étonnant d'avoir opacifié le verre. Et en faisant des prélèvements et des analyses, on s'est aperçu qu'en fait cette couche opaque était un produit de dégradation du verre, une oxydation du verre, et n'était pas du tout un traitement d'origine, mais vraiment une dégradation du verre. Et donc ça nous a permis de prendre la décision de retirer cette couche opaque et de retrouver, on le voit ici, la transparence du verre. Mais voilà, sans ces analyses, on n'aurait pas été en mesure de caractériser cette opacité comme étant une altération, et le doute serait resté de savoir si c'était un traitement qui le rendait opaque, et à ce moment-là que l'on aurait conservé, puisque si le verre est traité à la base pour être opaque,
on ne va pas enlever ce traitement, nous, en intervenant, puisqu'on garde l'objet quand même dans son... Et donc, toutes ces informations, le constat d'état, le diagnostic, l'étude historique, l'étude scientifique, les analyses en laboratoire, vont nous permettre de choisir un parti pris d'intervention. Quels sont les traitements que l'on va ou non réaliser. Et ces traitements s'inscrivent dans 3 niveaux d'intervention. Donc la conservation préventive, je vous ai parlé par exemple des charbons actifs pour capter des polluants. Là, c'est quelque chose qu'on met autour de l'objet. Donc on est dans le domaine de la conservation préventive. On ne touche pas à l'objet lui-même, mais simplement on intervient sur son environnement. Ça va être aussi le contrôle de l'humidité. Je vous ai parlé du bois qui réagit en fonction de l'humidité. On a le même problème avec le métal. Les plastiques dont la réaction chimique va s'accélérer en fonction, enfin si la température augmente. Donc on va faire attention à avoir une température basse, voire une température très très basse lorsqu'on veut conserver certains plastiques très sensibles. Voilà, donc là on agit vraiment sur l'environnement de conservation ou d'exposition de l'objet. Sur la lumière aussi on va agir bien sûr. Ensuite, on a la conservation curative. Donc là, on intervient sur l'objet, mais je vous ai parlé d'altérations qui peuvent entraîner, accélérer la dégradation de l'objet. Et donc là, la conservation curative, on intervient sur l'objet, mais pour stopper sa dégradation. Donc c'est toutes les altérations évolutives. Éventuellement sur un plastique, vous avez déjà vu des plastiques un peu collants, en fait, de tous les... justement tous les additifs qui ressortent à la surface du plastique. Et ces additifs, s'ils sont acides et entraînent l'altération, on va donc les retirer. Là, on n'est plus dans du charbon actif qui est mis à côté de l'objet, on intervient directement sur l'objet. Et ensuite, on a ce qu'on appelle réellement le domaine de la restauration, où là, on vise à améliorer l'état de présentation de l'objet. On va intervenir sur des altérations qui ne mettent pas forcément en péril l'objet, mais qui peuvent en modifier soit la compréhension, soit simplement l'esthétique. Et donc là, on va rentrer vraiment dans des choix, des discussions avec les responsables de collection, avec éventuellement les commissaires d'exposition. Et là, pour nous, c'est très important de savoir pourquoi on présente cet objet, quel est le discours associé à l'objet. Si on a un objet ancien, un objet par exemple qui témoigne du laboratoire de Lavoisier, que M. Lavoisier a utilisé pour faire ses expériences, on va garder les traces de ces expériences sur l'objet. Par contre, si on présente une innovation technologique assez récente, des pistons, des innovations des années 50, mais qui, ayant été mal conservés, ont très mal vieilli et sont très dégradés, si le discours porté, c'est vraiment le côté innovation, on va aller un peu plus loin dans le traitement, on va essayer de nettoyer, de rendre l'objet un peu plus neuf, en tout cas se rapprocher d'un état de conservation qui montre qu'on est face à un objet récent, un objet innovant. Donc là, c'est vraiment une discussion en fonction de l'intérêt historique, l'intérêt technique, enfin, tout ce qui est indiqué là-haut, en accord donc, avec l'exposition, mais toujours dans le respect des règles déontologiques qu'a évoqué Anne-Laure juste avant, qui nous servent un peu de garde-fou, c'est-à-dire que chaque décision de traitement, on va évaluer sa pertinence en fonction de ces règles déontologiques. Est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'on est en train de modifier la lisibilité de l'objet, etc. Et donc, on a plusieurs catégories d'intervention de restauration. On a bien sûr l'entretien courant des collections, notamment les collections qui sont exposées. Les collections qui sont exposées au musée ici ne sont pas toutes sous vitrine, donc on va avoir un dépoussiérage régulier qui est fait tous les lundis en général, le jour de fermeture de vitrine, plus ou moins régulièrement. Et l'entretien courant, on a mis entre guillemets parce qu'on a aussi de l'entretien moins courant quand on est obligé de louer une nacelle pour aller dépoussiérer les avions qui sont suspendus dans la chapelle. Vous imaginez que ça, on ne le fait pas tous les lundis par contre. Voilà, donc c'est de l'entretien courant, mais qui est plus ou moins régulier selon la possibilité. On a des plans pluriannuels de conservation-restauration. Ici, vous avez l'exemple de l'Helica, donc un véhicule innovant, qui a fait l'objet d'abord d'une étude préalable. Donc on a demandé à un groupement de restauratrices d'étudier l'objet, de faire la partie constat d'état, toute la partie étude dont on a parlé dans un premier temps, ce qui nous a permis ensuite de planifier des interventions sur plusieurs années. Une première année pour traiter le bois, une deuxième année pour traiter la peinture que vous voyez ici avec un nettoyage très important et assez spectaculaire, une autre année pour traiter les roues, les parties métalliques. Donc je crois que au total, l'intervention s'est étalée sur 5 années en comptant 3 années de restauration plus l'année avant de l'étude. Oui, ça fait 4. Ensuite, on a donc des opérations de valorisation, soit pour présenter dans une exposition, donc c'est le cas de ce modèle de radar qui était présenté dans l'exposition Science-Fiction l'année dernière, sauf erreur, et pour lequel on a un nettoyage, donc on voit ici la fenêtre de nettoyage, on voit que c'était assez impressionnant. Là, on est vraiment dans de la mise en présentation, valorisation.
ou soit dans le cadre d'études et de catalogues. Là en bas, vous avez un objet qui fait partie de la collection Lavoisier dont je parlais. Donc c'est plus de 800 pièces chez nous, qui sont toutes passées entre les mains de l'atelier dans le but d'éditer un catalogue exhaustif. Et là, on peut voir la régénération d'un vernis. En fait, l'aspect blanchi, on a simplement réactivé le vernis, on lui a redonné sa transparence. En fait, c'est ce qu'on appelle un chancy. Donc le vernis est soulevé et perd sa transparence, en fait, ne laisse plus passer la lumière. Et donc en le régénérant, on arrive à lui rendre sa transparence. Et donc là, on n'a pas du tout repeint ou autre, on a vraiment simplement redonné sa réelle fonction et sa transparence au vernis qui était sur l'objet et retrouvé du coup le décor sous-jacent. Et puis on peut avoir quelquefois des mesures d'urgence. Là, on avait eu un accident sur cette horloge, une casse, et avec le risque du coup de perdre toutes les pièces détachées. Vous voyez un peu le nombre de petites pièces là qui risquaient d'être perdues si on n'intervenait pas. Et donc là, il a fallu faire appel à une restauratrice extérieure le plus rapidement possible pour recoller tous ces éléments avant qu'on en ait perdu une partie. Dans tous les cas, la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. En fait, le but de nos métiers n'est pas forcément de restaurer. On fait tout ce qu'on peut, notamment c'est la conservation préventive, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas arriver jusqu'à la restauration. Et la restauration, qui est quand même incontournable lorsqu'on veut présenter un objet, voilà, doit être exceptionnelle. Donc chaque intervention de restauration doit être justifiée, argumentée et avoir sa raison d'être. On ne restaure pas juste pour restaurer. J'enchaîne sur les réserves externalisées. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu les visiter. Elles sont ouvertes demain. Alors malheureusement en très petit effectif, donc ça s'est rempli très vite à cause des règles là de sanitaires. Mais on est ouvert en général chaque année pour les journées du patrimoine. Et donc, en fait, les réserves du musée des Arts et Métiers sont en France le premier bâtiment qui a été construit spécifiquement pour faire des réserves. C'est-à-dire qu'on a déjà transformé un hangar, transformé un lieu en réserve de musée. Là, pour la première fois, dans les années 90, il a été décidé de vraiment, à partir d'un terrain nu, de faire un programme de réserve, de construire un bâtiment dédié à la conservation et à la restauration et à la gestion des œuvres. Et juste pour dire que depuis, on a fait beaucoup d'émules et il y a beaucoup de très beaux bâtiments qui ont ces fonctions-là, qui ont été construits récemment. Oui. On a été pionniers et avec tous les défauts que comportent forcément les projets innovants dans les années 90, qui étaient assez tôt dans la prise en compte de justement toute la conservation préventive dont je vous parle aujourd'hui, 30 ans après, qui a beaucoup évolué. Néanmoins, nous avons des espaces quand même qui sont vraiment pensés pour, d'une part, la conservation. Donc vous pouvez voir un peu ici la manière dont les objets sont stockés, soit sous vitrine fermée à clé pour les plus petits, soit dans des racks sur palettes, exposés en fait sans être protégés de la poussière, puisqu'on a un système de surpression, de filtration, etc., qui permet comme ça d'avoir les objets visibles et accessibles beaucoup plus facilement. Et puis, vous voyez, on aperçoit un peu un code couleur des espaces. En fait, nos réserves sont vraiment segmentées en zones, travées, blocs, étagères, ce qui nous permet dans la base de données d'avoir une indication très précise de l'emplacement des objets et donc de pouvoir les retrouver le plus facilement possible, puisqu'on a 5000 m² de magasins, 80 000 objets, donc on disait, 80 000 pièces en comptant les dessins, dont 2000 seulement sont présentés ici au musée, donc vous pouvez imaginer la quantité d'objets conservés en réserve. Et puis on a parlé donc de la conservation préventive, et donc bien sûr on a des installations dans les réserves qui permettent de gérer la température, l'humidité pour les avoir les plus stables possibles. L'éclairage, on n'a pas d'éclairage naturel dans les zones de magasins, elles sont éteintes lorsqu'il n'y a pas de personnes en train de travailler ou de visiter, ce qui reste exceptionnel, hein, elles sont ouvertes exceptionnellement à la visite. C'est quand même un lieu de travail. Gérer les insectes, on a des pièges à insectes pour essayer de vérifier, de gérer la population, et puis des systèmes de traitement des insectes aussi si nécessaire. Et puis on voit ici les capteurs donc, qui permettent de mesurer en temps réel et rapporter sur un système informatique la température et l'humidité pour vraiment contrôler au plus proche et réagir vraiment en temps réel lorsqu'on voit un dérèglement, on va dire, de la température ou de l'humidité. Ce système de capteurs, on a le même ici au musée, ce qui permet aussi d'agir. On a les mêmes installations ici au musée
mais étant dans un bâtiment historique, on a beaucoup plus de difficultés à gérer ces paramètres-là ici dans ce bâtiment. Les réserves sont dédiées aussi, donc je le disais, à la gestion des œuvres. Et on a un aperçu ici du type de conditionnement qui peuvent être faits par nos collègues de la régie des œuvres. Donc vous voyez avec ces empreintes, on va dire en mousse, habillées de Tyvek. Donc on réfléchit vraiment aux matériaux qui vont être mis en œuvre au contact des objets pour ne pas les dégrader. On est encore dans la conservation préventive. Et puis les étiquettes que vous apercevez avec des codes barres qui permettent une gestion des emplacements, des mouvements assez rapide avec un système de douchette. Donc dès qu'un objet est déplacé, il est douché et automatiquement c'est rapporté dans la base de données. Et on peut savoir le plus possible en temps réel où est actuellement l'objet, s'il est dans un atelier de restauration, s'il est parti en extérieur, s'il est venu ici au musée, ou comme je vous disais, s'il est dans un des modules que l'on a au sein des réserves. Et donc ces réserves sont dédiées notamment à la restauration avec, on a la chance d'avoir 400 mètres carrés d'atelier, ce qui est assez volumineux, ce qui permet aussi de s'adapter à la taille des objets parce qu'on va de la montre, de la petite pièce de monnaie à des véhicules, des machines à vapeur, voilà, des choses assez gigantesques qui viennent dans ces ateliers. Et un atelier qui est dédié à l'accueil de restaurateurs indépendants, alors on a parlé, on ne fait pas tous les traitements en interne. En fait, chaque restaurateur a sa spécialité en termes de matériaux. Et donc, lorsqu'on doit traiter ici, par exemple, du textile, on fait appel à des restauratrices ou des restaurateurs spécialisés dans ce matériau, le textile, la photographie, le papier, les métaux, le bois. Et puis, en interne, nous sommes donc 3 salariés à temps plein, ce qui est peu pour la gestion de cette collection et le nombre de restaurations qu'il y aurait à faire, parce que je vous ai montré tous les cas dans lesquels on pourrait faire de la restauration. 3 salariés à temps plein, donc moi-même qui suis responsable de l'atelier et diplômé en restauration du patrimoine à l'Institut national du patrimoine à Aubervilliers. Et puis donc Perrine Stark qui est technicienne, qui a une formation en horlogerie. Donc là, elle intervient d'ailleurs sur des ressorts, une panoplie de ressorts d'horlogerie. Donc ce qui lui permet d'avoir cette compréhension technique des objets. Et Marie Charret qui nous a rejoint l'an dernier et qui elle est formée en conservation préventive, donc elle a justement cette notion de tout ce qu'on peut faire autour de l'objet pour empêcher sa dégradation, et puis tout ce qui est dépoussiérage, intervention comme ça de dépoussiérage et de nettoyage des objets. On va maintenant vous présenter quelques images de restauration, et notamment des restaurations qui ont été faites pour cette exposition dont vous a parlé Marjolaine en début d'intervention. Et donc je vais repasser la parole à Anne-Laure pour vous présenter. Oui, donc l'exposition, je m'aperçois que je vais vraiment faire durer le suspense parce que j'ai mis l'affiche un peu plus tard, mais cette exposition donc, qui s'appelle Top Model évoque et elle est centrée avant tout autour de toute une série de modèles remarquables de notre collection, 13 modèles qui sont rentrés en 1802 au conservatoire et qui provenaient des collections de la famille d'Orléans, donc les richissimes cousins de Louis XVI, qui étaient versés dans toute une série d'opérations financières et intéressés par les techniques nouvelles. Et à ce titre-là, on peut parler en tout cas du fait qu'ils aient aussi subventionné par exemple les frères Perrier qui vont prendre les premiers brevets de James Watt pour la machine à vapeur et installer des machines de vapeur à Chaillot pour créer la Compagnie des eaux et améliorer l'adduction d'eau pour ces quartiers de l'ouest de Paris. Donc, ça, c'est à la fois une évocation de ces modèles. Ils sont tous aussi, vous le verrez dans la présentation et puis surtout dans l'exposition, j'espère, ils sont très proches de 2 grandes sources sur l'histoire des techniques et les métiers, en tout cas, tels qu'ils se pratiquent au XVIIIe siècle. Ces 2 grandes sources qui sont très connues sont à la fois l'encyclopédie Diderot d'Alembert et les descriptions des arts et métiers, le projet antérieur et un peu concurrent de l'Académie des sciences, mais
pour lequel en fait beaucoup de planches sont communes ou ont été réutilisées. Ce titre un petit peu décalé, Top Model, est une façon aussi d'introduire un discours que l'on aimerait bien approfondir, peut-être lors d'une journée d'études auquel vous pourrez, j'espère, vous intéresser l'année prochaine, le 19 février 2021, que nous consacrerons à cette thématique-là. Sur la question de la typologie des modèles, parce que modèle est un mot extrêmement dont la sémantique est assez compliquée. Ça a plusieurs sens. Pourquoi emploie-t-on ce terme de modèle et pas celui de maquette, qui est plus communément adopté aujourd'hui? D'ailleurs, lorsque vous voyez peut-être sur la slide suivante, lorsque ces objets ont fait l'objet d'une présentation réellement importante en 1963, elles sont qualifiées de maquettes de Madame de Genlis. Et aujourd'hui, nous, on est revenu plutôt à ce terme de modèle qui est plus inscrit, on va dire, dans leur ADN et dans les préoccupations de l'établissement conservatoire des arts et métiers. Donc modèle a le sens à la fois d'objet que l'on va imiter, qui sert à imiter, mais il peut être aussi un objet remarquable, qu'il soit un modèle réduit ou un modèle grandeur nature. Et ces termes-là sont ceux qu'utilisent en fait les catalogues et la main courante des collections. Et on parle de galerie de modèles. C'est encore affiché sur certains frontons du conservatoire. Et voilà, donc je vous invite aussi à venir au mois de février, où en particulier mon collègue Lionel Dufaux, qui travaille sur ces questions-là, évoquera un peu plus longuement la typologie des objets modèles, qui peuvent être assez variés dans nos collections, que ce soit des modèles conceptuels ou des modèles à l'échelle ou représentant des organes d'objets, comme c'est souvent le cas. Et si vous avez même... il suffit d'avoir traversé la salle des transports pour vous être rendu compte qu'en effet, notre collection était surtout riche de ces modèles réduits. Voilà, donc ces objets assez extraordinaires, très tôt arrivés dans les collections, on les lie donc à ces deux projets éditoriaux majeurs du XVIIIe siècle que sont l'encyclopédie et la description. On les relie aussi par différentes traces et publications à l'action d'une femme pédagogue qui était dans l'entourage de la famille d'Orléans, Madame de Genlis, qui se fait décerner le titre de gouverneur des enfants en 1782, lorsqu'elle est chargée non plus seulement de l'éducation de la jeune fille Adélaïde d'Orléans, donc la seule fille survivante de la famille, mais également des trois petits princes, ce qui était totalement inédit à l'époque, où les petits garçons, à l'âge de 5 ans, quittaient leur gouvernante, ils passaient aux hommes, et ils étaient donc éduqués chacun isolément avec un précepteur, surtout lorsqu'on était prince du sang. Et elle va casser un peu cette chose en les élevant non seulement avec leurs sœurs, mais aussi avec d'autres enfants, que ce soit les siens, ses neveux et nièces, et deux petites orphelines anglaises qui seront là aussi pour... elle insiste beaucoup sur des tas de choses, tas de nouveautés pédagogiques, on va dire, l'apprentissage des langues, le jardinage, l'éducation physique au sens lever des poids, porter des semelles en plomb, etc. Et également pratiquer, faire des choses avec ses mains, faire beaucoup d'objets. Donc Louis-Philippe, puisque parmi ses enfants, il y a donc le futur roi des Français, Louis-Philippe, le fils du duc d'Orléans, Philippe Égalité. Et Louis-Philippe qui a laissé beaucoup de traces là aussi, de mémoire, etc., et qui a un peu construit son histoire dans le but d'asseoir sa dynastie à partir des années 1830, raconte bien qu'il a fabriqué des tables, des chaises, une armoire avec son frère, qu'il faisait de la vannerie. Il se dit lui-même, je suis le seul roi qui sait faire des paniers, etc. Et donc Madame de Genlis ne laissait aucun moment de répit à ses élèves, et il faisait de la reliure, du tournage. Donc il y a cet intérêt pour les travaux, pour apprendre concrètement avec ses mains. Et on sait également qu'elle leur a fait visiter toute une série, une vitriolerie, une blanchisserie. Elle les a emmenés dans de nombreux voyages
pas simplement à Paris, mais dans toute la France, et pour lequel les enfants tenaient des journaux, etc. Et donc, elle revendique dans ses mémoires, mais qui sont publiées assez tardivement et dans lesquelles elle se contredit aussi beaucoup, mais en tout cas, elle revendique la fabrication de ces modèles réduits. Voilà. Alors, vous avez ici une image de leur présentation qui rappellera peut-être à certains l'ancien musée, puisque c'est ici la présentation et les vitrines de 1963. Et donc en 1995, lorsque tout cet ensemble a été préparé pour le grand déménagement qui a vu les réserves venaient juste d'être livrées, donc on a donc vidé l'ensemble du musée pour laisser la place ici aux travaux de modernisation, voilà, dont le résultat est sous vos yeux. Il y a eu plusieurs mois ont été passés face à cette collection de maquettes pour faire plus qu'un constat d'état, en fait un repérage des différentes pièces détachées avant de les emballer. Voilà, ces modèles. Donc, oui, il y avait plusieurs. Pardon, je vais. Je n'arrive pas à voir où est-ce que je suis. Donc, vous avez ici, c'est pas un document de très bonne qualité, mais pour vous montrer un peu à partir de quoi on peut travailler. Parce qu'en fait, on a assez peu de sources sur ces modèles. On a ces différentes références dans les textes. Voilà, Madame de Genlis, les mémoires de Louis-Philippe, qui ne parle pas, lui, des modèles. Louis-Sébastien Mercier dans le tableau de Paris, qui est une source absolument irremplaçable sur les dernières années du Paris de l'Ancien Régime, en parle aussi. On a un petit feuillet d'archives qui décrit les pièces manquantes à ces modèles, voilà, qui attestent bien de leur entrée en collection en 1802. Et sinon, notre dossier d'œuvre, il est assez léger, en fait. Parce qu'en 1963, il est certain que ces objets qui étaient présents déjà depuis de nombreuses années au musée ont été on va dire restaurés, mais je mettrai des guillemets. En tout cas, ils ont été préparés pour être remis en exposition, mais nous n'avons juste le nom du maquettiste qui a travaillé, Robert Christian, mais il n'a laissé aucun dossier. Donc, finalement, ce sont tous le catalogue de l'exposition de 1963 qui est très riche et qui est une base tout à fait importante, mais sur l'histoire matérielle des objets, on en sait assez peu. Donc il faut vraiment se tourner sur les pièces elles-mêmes pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur leur histoire, et c'est le travail qu'a réalisé l'atelier. Alors simplement, une autre image de la présentation de 2002 à 2012. Ces modèles, une sélection d'entre eux avait été présentée dans le musée, voilà, dans ces grandes vitrines qui faisaient le lien entre l'objet et la planche de l'encyclopédie. Et en 2012, nous avons libéré cet espace pour une autre utilisation. Et on a à ce moment-là fait un constat avec le service de la régie pour essayer de documenter, là encore, l'état de conservation de ces objets, voilà, qui présentaient déjà différents désordres sur lesquels on reviendra. Et puis simplement, maintenant arrive l'affiche de l'exposition, voilà, et peut-être juste là aussi comme une petite mise en bouche, un plan de cette exposition qui va être déroulé en 3 parties. Une première partie sur le contexte, cette fameuse gouverneure des enfants, Madame de Genlis, la famille d'Orléans, qui a fabriqué réellement ces maquettes, la famille, les Perrier, les entrepreneurs qui sont cités, Joseph et François-Étienne Cala. Une grande salle dans laquelle on présentera 10 de ces 13 maquettes qui ont été réunies par métier. Les métiers, une menuiserie, les métiers qui sont liés au travail du métal, du plomb et du fer, au métier de la céramique et la chimie, qui est dans cette couleur un peu framboise. Voilà. C'est le plan du concours. Donc, voilà. Et nous avons choisi à la fois d'accompagner chaque modèle d'objet à l'échelle, puisque c'est une autre grande
un autre grand thème sous-jacent, au-delà de cette question modèle réduit maquette, c'est celui de l'échelle de la représentation. Donc, pour le menuisier sur lequel nous avons de tout petits rabots, de toutes petites varlopes, on présentera l'outil réel des bouvets, etc. Et puis, surtout, nous avons conçu avec nos collègues du service pédagogique du musée des dispositifs à manipuler pour faire comprendre à la fois le principe du laminoir, la question du coulage des tuyaux de plomb. Voilà. Alors on est un peu frustré avec les prescriptions actuelles et les règlements sanitaires qui contraignent beaucoup de choses, mais on espère quand même pouvoir faire ces manipulations en réel. Et sinon, on a aussi proposé un parcours un peu plus virtuel qu'on vous montrera à la fin. Et maintenant, je laisse la parole à Rémi pour qu'il parle enfin de la restauration des modèles. Mais c'était important d'introduire un peu justement le contexte de restauration, puisque je vous ai souligné à quel point c'était important, le contexte de l'échelle et savoir un peu de quoi on va parler. Je vais vous présenter donc un certain nombre de ces maquettes, de ces modèles réduits que nous avons traités pour l'exposition. Le premier de ces modèles que nous avons traité, qui est un de ceux qui n'avaient pas été réexposés en 2002, de 2002 à 2012, qui est grand, l'un des plus grands, puisqu'il fait 4 mètres de long, et qui était l'un de ceux qui étaient le plus en mauvais état. En fait, il s'agit donc d'une reproduction du laminoir de plomb de Romilly, où on voit ici au dos les planches de l'encyclopédie. Enfin, on avait 2 planches de l'encyclopédie desquelles s'est inspiré ce modèle. Et puis, bon, vous voyez un petit peu le fond très, très jaune, cet aspect quand même un peu vieilli, un peu ancien. Et voilà le type d'altération, un peu de mélange de lacunes de peinture, d'encrassement, de vernis jauni, etc. Dont on ne savait pas exactement l'origine. On va y revenir un peu, mais c'est un peu ce que disait Anne-Laure. On n'avait aucune documentation du coup sur cette pièce-là, qui n'avait pas été réexposée en plus en 2002. On était vraiment assez pauvre en documentation. Donc on a commencé par déposer les éléments, puisqu'en fait sur ces modèles, la plupart des éléments, certains ont été collés, mais la plupart sont amovibles. Et donc vous voyez un peu ce qu'il reste une fois qu'on a enlevé tous les éléments amovibles de cet objet. Et puis surtout, une fois déposés les éléments, on s'aperçoit aussi que l'on a à certains endroits des traces. On voit ici l'empreinte de l'escalier justement que je vous ai montré juste avant dans le vernis. Et puis ici du fourneau, la cheminée au-dessus. Là, des traces de colle, de collage de la cheminée. Donc voilà, une fois qu'on a déposé les éléments, on s'aperçoit aussi ici aussi la peinture, voire 2 peintures différentes a priori, et puis une absence de peinture sous l'élément. Ici, voilà l'emplacement de l'escalier lorsqu'il s'emboîte avec le fourneau. Donc on voit qu'on n'est pas allé peindre la partie qui était cachée par l'escalier, ce qui est assez logique. Et donc, une fois déposés tous ces éléments, on s'est aperçu aussi, on avait des anciens éclairages qui étaient déjà déposés, eux, et sur des photos anciennes quand même, qui datent des photos de la présentation dans les vitrines en 1960, dans les années 60 jusqu'à 90. On aperçoit ici un peu un des éclairages, ce qui nous a permis de replacer donc ces néons, puisqu'il s'agit de ça en fait, 3 néons qui ne sont pas d'origine, qui avaient été rajoutés sur la maquette, avec ici, on aperçoit un peu le fil qui passe à travers un trou. Donc ça, je peux vous garantir que les néons ne sont pas d'origine, parce qu'à l'époque de Madame de Genlis, pas d'électricité. Et donc, ils ont été rajoutés. Là, on voit qu'on est allé assez loin, puisqu'on a percé quand même la maquette d'origine pour rajouter ces éclairages. On verra que sur d'autres maquettes, c'est même allé encore plus loin pour masquer les fils électriques. Donc là, voilà, c'était intéressant simplement de retrouver l'emplacement, de documenter. On a fait cette image simplement pour documenter l'emplacement des différents néons, puisque ça fait partie quand même de l'histoire de l'objet. Et donc, on vient abonder la documentation de l'objet.
On s'est aperçu aussi, justement, donc on a vu les traces de vernis à l'emplacement des escaliers. On s'est aperçu à certains endroits là qui étaient recouverts en temps normal. On a ici, en fait, là le départ de la hotte, en fait. Donc cette zone-là n'est pas visible lorsque l'objet est monté. Et on s'aperçoit qu'on a dessous une polychromie rouge et blanche, beaucoup plus franche que ce qu'on a à côté là en noir et rouge un peu sale. Alors il y a une part d'encrassement, mais il y a une part de repeint aussi, que l'on aperçoit aussi ici, puisqu'on a certaines démarcations des briques qui sont ici en noir, alors qu'on aperçoit un petit peu en dessous des traces de démarcation blanche, qu'on voit aussi là. Là en fait on est sous le renfort métallique, et on voit effectivement qu'à l'origine on avait plutôt un rouge et blanc beaucoup plus franc, on va dire, que ce que l'on a ensuite ici, et que l'on a encore plus avec le vernis jaune qui est dessus. Donc ce vernis justement très, très jaune, très dégradé, on a pris la décision avec Anne-Laure de le retirer. Et donc nous avons fait des tests de retrait du vernis. Donc on a vraiment testé différents solvants pour essayer de savoir, de connaître justement et la sensibilité du vernis et la sensibilité de la peinture. Je vous ai parlé d'analyse en laboratoire. Malheureusement, on n'a pas toujours ni le temps ni les moyens de faire ces analyses en laboratoire. Et donc là, on a des moyens, on va dire, plus empiriques de faire ces tests à l'atelier. Avec donc simplement des petites fenêtres de dégagement avec différents solvants, avec des cotons-tiges. Là, on a testé, on s'est aperçu que par exemple l'acétone et l'alcool permettaient vraiment d'enlever le vernis, mais avaient tendance à attaquer aussi la peinture en dessous. L'acétate était très efficace sur le vernis et un peu moins, enfin nettement moins efficace sur la peinture. On avait presque une solution là, mais c'était encore un tout petit peu trop. Le white spirit, au contraire, ne faisait rien sur le vernis. Et donc, on est arrivé sur une solution intermédiaire d'un mélange de white spirit, d'eau et d'acétate d'éthyle. Donc on avait une petite portion d'acétate d'éthyle qui venait agir sur le vernis, mais mélangée dans une grande quantité de white spirit qui, elle, n'agissait pas sur le vernis. Donc ça permet d'avoir une action beaucoup plus mesurée. Et tout ça émulsionné avec le Twin 20. Je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques, mais ça donne, vous voyez, un espèce de gel du coup que l'on peut appliquer sur l'objet et qu'on va laisser un certain temps en fait en fonction d'un temps d'application qui permette d'enlever le vernis, mais qui ne soit pas trop long pour ne pas risquer d'attaquer la peinture. Donc là en fait c'est parce que on a utilisé cette solution-là, un peu mixte, parce qu'on n'avait trouvé aucun solvant qui puisse enlever le vernis sans attaquer du tout la peinture en fait. Donc on a cette solution un peu intermédiaire qui permet d'avoir une toute petite portion du solvant, l'acétate d'éthyle, une petite portion qui va permettre de retirer le vernis, mais qui n'est pas suffisante pour retirer la peinture. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on est même obligé de faire 2 passages de gel, ce qui permet d'y aller vraiment par étapes. Et donc là, on a fait un premier passage de gel qui permet déjà, par rapport à ça, d'avoir vraiment allégé le vernis. Et ensuite, on a pris la décision d'aller plus loin parce que là, c'était irrégulier et on avait encore cet aspect très brillant que l'on ne retrouve pas sur les autres maquettes. Et donc, on a fait un deuxième passage de gel pour retrouver cet aspect de peinture mate qui est beaucoup plus proche de ce que l'on peut avoir sur les autres maquettes. Par contre, vous voyez qu'on n'est pas allé jusqu'à retirer cette polychromie qui est probablement un repeint, mais d'une part, on n'a pas suffisamment de renseignements sur la date de ce repeint, et d'autre part, on n'avait pas suffisamment d'informations sur l'état de la peinture en dessous. Donc si c'est pour retirer une polychromie en se retrouvant en dessous avec une peinture qui est très lacunaire, en très mauvais état, et qu'il faut finalement repeindre, c'était pas l'intérêt. Donc là, on a retiré ce vernis qui modifiait vraiment l'aspect, mais on n'est pas allé plus loin que ça. Et on a fait la même opération sur le fond. Vous vous rappelez ce fond très très jaune. Et là, le retrait du vernis, ça a quand même permis de retrouver un aspect plus proche de l'original, retrouver ces briques, mais on retrouve encore ces 2 teintes noires et blanches. Alors on ne sait pas exactement si ces rayons blancs sont potentiellement d'origine, mais probablement pas. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'usure là. On voit ici des taches en fait, qui sont probablement des taches d'eau, de dégâts des eaux qui ont occasionné des auréoles, peut-être même une ancienne infestation de champignons, etc. Donc là, on se retrouve face à une peinture qui est probablement en mauvais état. Donc on ne va pas essayer d'aller plus loin dans le retrait donc on a simplement au coton-tige, vous voyez cette fois, il me semble que c'était l'acétate d'éthyle qui, sur cette peinture-là, par contre, n'était pas dommageable. Donc on a pu retirer directement au coton-tige. Comme ça, par fenêtre, en fait, on progresse. Vous voyez ici, on progresse petit à petit, en fait, par petites fenêtres,
Et là, on voit donc Marie avec un masque à solvant, puisqu'on prend en compte aussi la sécurité au travail, forcément. Donc, quand on manipule ces solvants-là, c'est très important de se protéger et d'utiliser. Voilà. Donc là, pendant la période post-confinement, on passe du masque, du masque chirurgical au masque à solvant ou au masque à poussière. On est tout le temps masqué. Et donc voilà ce que donnait, vous vous rappelez, le laminoir avant notre intervention. Et voilà, avec une photo en plus de bonne qualité par notre photographe, forcément en studio, ce qu'il donne aujourd'hui après intervention. Et avec un détail dans le coin, on voit vraiment le changement. On se dit que voilà, notre intervention de retrait de ce vernis a vraiment permis de modifier et de se rapprocher en tout cas a priori de l'aspect original de la maquette, puisque les autres maquettes n'ont pas ce vernis. Et on est à peu près certain qu'il n'est pas d'origine, puisqu'il est par-dessus cette deuxième peinture, il est par-dessus les altérations que je vous ai présentées sur le fond. Donc c'est forcément un vernis qui n'est pas d'origine. Et ça fait du bien, on va dire, à la maquette de retirer ce vernis. Par contre, en termes de lisibilité, on retrouve une meilleure lisibilité. Par contre, vous voyez, on a encore ici des décalages, des rehausses sur certaines briques. Voilà. Là, on n'est pas allé plus loin. Le doute, on donne le bénéfice du doute, on va dire, et donc on ne va pas plus loin dans le traitement. Mais on retrouve quand même une lisibilité meilleure qu'avec le vernis. Voilà, donc ça c'était la plus grosse intervention. Et donc je vais vous en défiler quelques autres, donc avec ce laboratoire de chimie qui est de plus petite dimension, sur lequel on a notamment recollé des pièces détachées. Je vous ai dit certaines pièces étaient collées, d'autres non. Donc là nous avons pris le parti de ne recoller que les pièces qui avaient des traces de colle, comme on peut le voir là. Donc là un recollage à la colle de poisson, qui est probablement la colle qui avait déjà été utilisée. On a fait des tests de solubilité. Donc on réutilise la même colle, ce qui permet de réhumidifier l'ancienne, etc. Élimination des produits de corrosion active. Je vous ai dit, là on voit cette tache un peu verte, c'est de la corrosion que l'on appelle, qui est probablement active, donc qui peut continuer à se développer et à venir grignoter petit à petit le métal. Donc là on est simplement venu abraser mécaniquement ces produits de corrosion, et on laisse quand même cet aspect un peu noir qui sont aussi des produits de corrosion, mais eux qui sont beaucoup plus stables. Donc on peut se permettre de laisser, et comme c'est vraiment petit, vous voyez un peu par rapport à la taille des mains, ça n'est pas non plus gênant pour la lisibilité de l'objet. Donc voilà le niveau auquel on s'est arrêté. On avait sur 3 maquettes des soufflets qui présentaient des déchirures, donc là que l'on a fait restaurer en externe. C'est une restauratrice extérieure qui est venue intervenir à l'atelier, notamment pour consolider ces déchirures par l'ajout d'un deuxième papier, ce qu'on appelle un doublage, donc un papier très très fin qui va venir refaire le lien entre les deux côtés du soufflet. Là on voit vraiment la différence entre les deux. Et puis sur ce soufflet, elle nous a indiqué une très grande fragilité de la partie basse, qui était mise en tension par le poids qu'on aperçoit sur l'image de droite. On a ce poids qui vient vraiment tirer la partie basse et qui risquait de refaire des déchirures à nouveau. Et donc on est venu rajouter un petit soclage, une petite agrafe en fait, qui vient soutenir, on l'aperçoit ici, qui vient soutenir le plus discrètement possible, puisque l'idée c'est de ne pas modifier non plus l'aspect de l'objet, mais qui vient faire le lien entre cette barre métallique et le dessous du soufflet, pour éviter justement que le poids n'entraîne le soufflet vers le bas. Un autre modèle réduit, qui lui non plus n'était pas présenté de 2002 à 2012. L'atelier, alors on a l'atelier du plombier sur la partie gauche, et sur la partie droite l'atelier du fabricant de tuyaux de plomb. On voit avec les tuyaux qui sont étirés ici, pardon. Et là, l'intervention principale, c'était le traitement du plomb qui était corrodé. Et donc, on voit cette poudre blanche, en fait, qui est de l'oxyde de plomb, qui est en plus toxique et dangereux pour la santé. Donc là, on prend toutes les précautions pour venir abraser à nouveau, enlever mécaniquement cette poudre. Mécaniquement et chimiquement, on utilise aussi du white spirit, justement pour éviter de faire trop voler la poudre dans l'atmosphère avec de l'humidité. Enfin, du white spirit, ça permet de la stabiliser. Et ensuite on vient protéger le plomb avec un vernis, un mélange de vernis et de cire pour avoir un aspect mat. On joue aussi comme ça sur la brillance, la matité, etc. On peut mélanger des produits pour avoir et la résistance du vernis et la matité de la cire, donc ça nous permet de combiner et de protéger pour éviter qu'au contact de l'air, le plomb ne se corrode à nouveau. Et puisque ce qui est dangereux dans le plomb, c'est vraiment l'oxyde de plomb, en fait, le plomb lui-même métallique
n'est pas dangereux pour la santé. Donc en l'empêchant de se corroder, on protège aussi les intervenants et éventuellement les visiteurs, même si la plupart du temps les objets sont en vitrine. Ensuite, sur la fabrique de porcelaine, qui est une maquette en deux modèles en fait, qui présentent l'ensemble des étapes. On a eu un certain nombre d'interventions et notamment le retrait des anciens fils électriques, des anciens éclairages, et vous voyez qui cette fois étaient vraiment insérés. Donc là, ils sont venus à l'époque creuser une petite gorge pour cacher le fil électrique. On a en fait le toit qui vient par-dessus, là, on ne voit pas ces gorges en temps normal. Et puis ici, les supports des anciennes lampes. Donc les lampes n'ont pas été conservées, mais on a les supports ici. Et on peut voir donc ici le fil électrique en place et qui sort ici pour aller, qui sortait donc par un trou aussi pour aller sur la lampe. Et on peut voir ici le type de dégâts que cela a occasionné sur la peinture. Ici, c'est l'échauffement en fait de l'éclairage qui a fait noircir vraiment la peinture. Et là, c'est des traces qui sont quasiment irréversibles en fait. Il faudrait repeindre quasiment si on voulait enlever ces traces, ce qui d'un côté pourrait se justifier puisque cette peinture ne semble pas être d'origine, mais voilà, on est en tout cas sur quelque chose, une intervention là qui, sous prétexte d'éclairer l'objet, l'a vraiment dégradé. Donc aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus au système d'éclairage dans les vitrines pour avoir le moins de dégradation possible. Et puis ces vis qui ont été ajoutées, qu'on n'a pas réussi à retirer en fait, parce qu'avec la corrosion, elles se sont vraiment presque soudées dans le bois et on n'arrivait pas à les enlever sans risquer de les casser ou de casser le bois, donc elles sont restées en place. D'anciennes traces d'adhésif aussi, pareil, donc un scotch, un ruban adhésif qui a été placé probablement pour maintenir des pièces en place lors d'un transport peut-être. Et là on imagine bien, vous savez, le scotch d'emballage un peu marron là, qui au moment du retrait a laissé des traces. Et donc là on l'a retiré à l'acétone, mais en se limitant, c'est-à-dire qu'on a atténué, mais en fait on ne pouvait pas les retirer totalement sans altérer la peinture et sans laisser un fantôme. Donc on voit ici qu'on a quand même un petit fantôme de ces adhésifs qui reste visible néanmoins, mais beaucoup moins que cet aspect marron. Et puis en plus là c'est une matière un peu acide qui peut aussi à terme dégrader l'objet. Et ce qui explique qu'on ait ce fantôme aussi, c'est la peinture qui s'est un peu dégradée aussi au contact de l'adhésif. Sur ces maquettes toujours de porcelaine, quelques collages, puisqu'en fait on a eu des petits accidents liés au transport, à l'emballage, sur des matériaux qui sont très très fragiles, parce que là on n'a pas vraiment la notion d'échelle, mais ce sont des vases qui font à peu près cette hauteur-là. Et on a donc soit d'anciens collages qui ont cédé, puisqu'on voit ici, on voit sous les vases là, des traces de colle, là ici c'est très net, avec un petit morceau qui est resté en place, et puis une partie qui s'est décollée. Donc on a et de la cassure et du décollage d'anciens collages. Et donc là, on a utilisé différents produits selon les matériaux. Lorsque c'était de la porcelaine elle-même, donc comme sur la photo de gauche, on a mis du paralloïde B72, qui est une résine acrylique. Lorsque c'était de la porcelaine sur du bois, on a utilisé du Plextol, qui est une dispersion acrylique plus souple. Là, le paralloïde, c'était pour avoir plus de résistance. Donc, voilà. Et puis, lorsque c'était bois sur bois, on a remis la colle de poisson comme ça avait pu être fait à l'origine. Donc, on choisit la colle, le matériau en fonction du collage à faire, en fonction de ce qu'on veut comme résistance, des différents matériaux en présence, etc. Et puis, vous voyez là, c'est un système de mise en pression très délicat pour donner juste le juste niveau. Et puis un nettoyage, puisqu'on avait, alors probablement lié aussi justement à l'éclairage, de la suie, de la crasse qui s'était accumulée, en particulier visible sur les parties blanches, et là qui ont pu être nettoyées avec, on a en fait utilisé des éponges microporeuses qui sont des éponges très douces, qui permettent de vraiment retenir l'eau, d'apporter une petite quantité d'eau, juste la quantité nécessaire pour ne pas détremper la peinture et risquer d'avoir des auréoles qui se formeraient sur la peinture en apportant trop d'eau. On voit bien le résultat avant-après, l'efficacité, l'intérêt du nettoyage en tout cas. On a également renforcé le sol puisqu'on avait des fentes et une partie du bas de la maquette qui sont des panneaux, vous le voyez très très fins, qui avaient tendance à s'effondrer, à tomber. Et donc là on est venu rajouter une barre de renfort en dessous. On voit qu'il y en avait déjà quelques-unes, mais il en manquait. Et cette barre, en fait, on l'a collée au niveau des traverses, mais on ne l'a pas collée sur les panneaux,
puisqu'on a un sens contraire au niveau des fibres du bois, et donc si jamais les panneaux avec l'humidité veulent à nouveau bouger un peu, là ils sont libres de le faire. Si on avait collé ces panneaux en place, le risque c'est que s'ils veulent à nouveau bouger, on ait des fentes et des casses qui apparaissent, alors que là ils sont libres. S'ils doivent bouger, c'est la même fente qui va à nouveau s'agrandir, mais on ne va pas créer de nouvelles fentes. Donc c'était important d'essayer de vraiment anticiper les interventions qui sont faites par les restaurateurs peuvent parfois aussi créer de nouveaux risques pour l'objet. Donc il faut vraiment réfléchir à tout ça, à l'évolution. Vous voyez, ça a permis quand même de ramener les deux morceaux de planche à même niveau, mais sans les contraindre en place. Et bien sûr, une partie très importante là, qui est faite plutôt par le service de la régie des œuvres, mais en accord avec nous, c'est d'immobiliser toutes les parties mobiles pour être sûr qu'il n'y aura pas de casse et de dégâts pendant le transport. Je vous ai parlé des petits vases par exemple, mais voilà, ça peut être notamment ce four qui est mobile, qui n'est pas collé, qui peut se retirer. Et donc là, on vient caler avec des mousses, habiller pour ne pas rayer l'objet, etc. On fait attention aux matériaux qu'on utilise. Donc là, toute la partie conditionnement pour être sûr que le transport vers le musée se passe le mieux possible. Enfin, un dernier modèle que je vais vous présenter simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas que des modèles d'atelier et des modèles de cette dimension-là. On a aussi, justement, Anne-Laure évoquait les frères Perrier et des petits modèles de machines techniques. Et donc ici, une machine à vapeur verticale qui a été, donc pour le traitement, qui a été démontée pour pouvoir traiter séparément les différentes pièces. Et notamment, je vous montre simplement un exemple de ce qui a été fait, le traitement de la corrosion à nouveau sur du plomb. Et on peut voir ici la couche d'oxyde de plomb qui s'était formée sur cette sphère du régulateur à boule. Assez étonnamment, uniquement sur une des deux, puisque vous pouvez le voir sur la seconde image, en fait, celle qui a été traitée, c'est celle-ci. Donc voilà l'état après traitement. On a retiré le plus gros de l'oxyde de plomb et on a protégé avec ce mélange cire-vernis. Et voici l'autre sphère qui, elle, n'a pas été altérée. Donc là, on n'a aucune trace documentaire pour savoir si c'est parce qu'elle avait été changée, remplacée, déjà traitée auparavant. Voilà, ça reste un peu mystérieux d'avoir ces deux éléments côte à côte qui ont vieilli très différemment. Donc il est probable que l'un des deux ne soit pas d'origine, mais par manque de documentation, d'où l'importance, nous, de toujours documenter nos interventions. Et enfin, sur ce modèle, on avait à l'intérieur donc des pistons, etc., et des valves, une accumulation de lubrifiant qui, en fait, avec le temps, avait séché. Et donc, ce lubrifiant qui est mis pour faire fonctionner les objets, lorsque les objets ne fonctionnent pas, il va s'acidifier déjà. Donc, on voit ce côté un peu vert qui est lié à la corrosion. Et puis, sécher et maintenir en place, en fait, là, les clapets notamment ne pouvaient plus s'ouvrir ici, ils étaient vraiment collés par ces lubrifiants. Donc là, on a entièrement nettoyé pour rendre à l'objet, on va dire, son potentiel de fonctionnalité. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on ne va pas forcément faire fonctionner, qu'on ne va en tout cas pas faire fonctionner pendant l'exposition, et donc on n'a pas relubrifié par exemple, mais là c'est un objet qui peut éventuellement, dans certaines conditions, refonctionner. Cette question du fonctionnement, c'est quelque chose qui se pose vraiment de manière prégnante chez nous, puisqu'on est face à des objets techniques, des objets parfois qui étaient faits pour démontrer justement leur fonctionnement. Et donc ne pas faire fonctionner les objets, c'est mieux pour leur conservation, puisque vous l'avez vu là, mais il y a eu d'autres cas, vous pouvez le voir ici, où le fonctionnement peut entraîner, par exemple ici, la casse de ce petit levier, du petit levier là, dans cette boîte à oiseaux chanteurs. Donc faire fonctionner les objets, ça peut être bien pour les montrer, pour les présenter, pour les comprendre, mais ça peut aussi être contraire à leur conservation. Et donc on a toujours cette tension entre conservation et présentation des objets. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus de méthodes, de solutions qui existent pour présenter le fonctionnement d'un objet sans forcément le faire fonctionner lui-même, et donc combiner justement la conservation de l'objet et la conservation de son fonctionnement et de l'explication de son fonctionnement. La première solution, la plus répandue, on a bien sûr la modélisation virtuelle, dont on va reparler juste après, mais on a aussi la fabrication d'un facsimilé, et là notamment sur ce mécanisme qui imite le chant du rossignol, on avait notamment un problème de fiabilité du ressort. Donc en fait, ici vous avez un ressort à spirale donc qui se détend progressivement pour faire fonctionner le mécanisme.
Et en fait, ce ressort, il est retenu par retenu par ce qu'on appelle un rocher, donc un cran d'arrêt, on va dire, qui retient et qui empêche ce ressort de se dévider trop rapidement. Et c'est arrivé déjà 2 fois par le passé sur cet objet que le crochet saute et que donc le ressort se dévide d'un coup. C'est dangereux d'une part surtout pour l'opérateur, la personne qui manipule l'objet et qui risque d'avoir le doigt coincé lorsque ça s'emballe. Et c'est dangereux aussi pour l'objet parce que du coup les dents des engrenages ne sont pas faits pour fonctionner à cette vitesse-là et peuvent casser. La première fois, on a eu de la casse. La deuxième fois, on a eu plutôt une petite, heureusement petite blessure de l'opérateur. Et donc, on a décidé de ne plus faire fonctionner cet objet-là, puisque c'était dangereux et pour l'objet et pour les gens qui le manipulaient, et de le reproduire par un facsimilé qui ne reproduit que la partie, ici, que la partie vraiment qui était intéressante pour les démonstrateurs, pour les personnes qui expliquent, qui font les visites au sein du musée et qui expliquent le fonctionnement de cet objet-là. Donc la partie soufflée et la partie sifflée. Et en fait, la partie ressort, elle, a été remplacée par une manivelle, ce qui permet de sécuriser le fonctionnement de l'objet. En toute sécurité, et pour le jeu original qui voulait le beaucoup plus complet, ce système-là, production du chant du Et juste un petit mot pour terminer avant de laisser de la place pour vos questions, pour revenir justement à l'exposition et vous parler un petit peu de ces dispositifs que l'on peut mettre en place pour nous permettre de mieux saisir parfois les objets. Et nous aurons, comme je vous disais, à la fois des dispositifs un peu classiques, on va dire, de manipulation pour expliquer certains fonctionnements, le laminoir, etc., donc, qui ont été conçus par le service pédagogique. Et puis nous travaillons avec une société lyonnaise, Muséopic, qui fait, elle, des visio-guides. Donc là, il s'agit de petites séquences. Alors là, je vais vous montrer quelque chose, si ça veut bien démarrer. Qui est en place au musée, de pouvoir avoir superposé et le texte latin qui apparaissent de façon plus claire que sur la dalle épigraphique et d'avoir sa traduction en français. Donc, espérons bien mettre en place un petit parcours de visite dans l'exposition autour de certains objets et je n'en dirai pas plus, comme ça vous aurez tous envie de venir voir ce que l'on a pu faire. Et puis plus classiquement, avec un autre prestataire, pardon de ces petites incompatibilités. Voilà. Si tu peux montrer les dernières slides. C'est-à-dire, voilà, face au laboratoire de chimie que vous avez vu, qui est ce modèle qui est truffé de petits accessoires et d'objets qui ont tous des noms assez alambiqués, c'est le mot, de pouvoir avoir sur une sorte de cartel virtuel, là, avec un écran tactile plus classique, de pouvoir consulter, se naviguer sur la photo de l'écran et savoir le soufflet de forge, mais le mortier, les alambics, la tanore, etc. Ou bien face au plombier, dont vous avez également aussi vu la maquette, faire le lien à nouveau en virtuel avec toute la richesse des planches de l'encyclopédie et à la fois des scènes d'atelier qui sont représentées et des différents outils qui sont en 3 dimensions sur le modèle réduit face à vous, voilà, avec différentes explications. Donc, en espérant que tout ceci vous donnera bien envie de venir voir l'exposition, et on termine sur un petit clin d'œil qui est lorsqu'on démonte parfois les objets, on retrouve des choses, et derrière les panneaux
du laminoir et de ces gravures, les facsimilés qui avaient été posés dans les années 60, on a retrouvé cette petite étiquette plus ancienne qui rappelle bien que, en effet, la conservation doit être l'ultime recours et qu'avant ça, il faut s'abstenir de porter la main sur les objets parce que c'est nous qui sommes le premier risque en fait majeur pour les collections. Voilà, merci beaucoup et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Vous avez des questions? Oui. Bonjour, j'ai une question sur le temps de traitement des modèles. Alors, vous avez dit qu'ils étaient de taille et de dimensions différentes, mais en moyenne, combien de temps passé sur chacun des modèles? Merci. Alors effectivement, c'était très très variable sur chaque modèle. Et puis là, en plus, on a un paramètre qui est venu rentrer en jeu, ce qui sont ces 2 mois et quelques de confinement qui ont un peu précipité ensuite la restauration des autres modèles en fait, qui n'avaient pas pu être traités auparavant. Donc c'était vraiment très très variable. Je dirais que le laminoir, on était sur un bon mois de traitement. Et on a pu descendre jusqu'à une semaine donc 5 jours pour les modèles où il y avait moins de travail. Donc c'est vraiment très très varié. Mais là par exemple, ne serait-ce que le retrait du vernis sur le fond du laminoir, c'est déjà 3 jours il me semble de traitement, si je me rappelle bien, à 2. 3 jours à 2. Donc on est sur vraiment, mais ça peut aller jusqu'à, je pense le maximum c'est un mois, un mois de traitement, un mois à 2 sur la maquette du laminoir. Ça, Marie, tu confirmes à peu près? Ouais. C'est d'autres questions. Je vous ai un peu enterré sous les. Enfin, j'ai essayé de ne pas trop vous enterrer sous les détails techniques, donc vous avez l'air un peu. Mais n'hésitez pas. Okay. Oui, c'est parce que je voulais savoir, par exemple, quand vous enlevez avec un vernis, vous avez un mélange d'eau, d'acétone, etc. Donc des choses qui peuvent enlever une peinture à l'huile ou enlever une peinture à l'eau. Donc comment vous testez auparavant pour savoir si votre vernis, en dessous de votre vernis, la peinture est à base d'huile ou à base d'eau? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, si. Oui, voilà. C'est justement c'est une des diapositives que je montrais. On teste dans des coins les plus discrets possibles en faisant des tests. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir faire des analyses en laboratoire. Donc, à ce moment-là, on vient faire des micro-prélèvements de la taille d'une tête d'épingle à peu près. En général, c'est 1 mm par 1 mm. Donc là, on a des prélèvements et on va nous donner directement la composition des différents produits. Et à ce moment-là, on saura quel produit utiliser en fonction de ça. Ça, c'est l'idéal, mais c'est effectivement très rare. Sinon, on est obligé de faire des tests, donc finalement de dégrader un peu l'objet. Mais en allant le faire, là, en fait, c'est vrai qu'on ne voit pas sur ce détail, mais on est à l'intérieur de la hotte. Si je viens sur celle-ci, on est à l'intérieur. J'ai pas la flèche là. Voilà. On est à l'intérieur de cet élément-là en fait. Donc dans une zone qui ne sera pas visible, qui ne sera jamais visible du public, parce qu'il faut vraiment il faudrait se pencher pour aller voir. On est vraiment au revers de cet élément-là à l'intérieur. Et donc c'est à cet endroit-là, pour ce modèle-là, par exemple, que l'on a fait des tests de solvants. Et donc certains solvants, on s'est aperçu qu'on enlevait le vernis, mais qu'en fait on enlevait aussi la peinture, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite la peinture qui apparaît sur le coton, et qu'avec d'autres on n'enlevait pas non plus, on n'enlevait même pas le vernis. Et puis on fait ici, c'est vrai que je ne vous ai pas évoqué l'image de droite ici, on est en vue sous ultraviolet, ce qui permet de voir si on a enlevé le vernis, par exemple, parce que là on est sur un vernis très jaune, donc on le voit quasiment à l'œil nu, mais lorsqu'on est sur un vernis un peu plus transparent, ça permet avec la fluorescence de voir
de voir les zones où on a pu enlever le vernis, les zones où il reste du vernis. Et voilà, on a plusieurs outils comme ça qui peuvent permettre de voir jusqu'où on va dans le traitement. Parfois on observe aussi le coton sous ultraviolet, ça permet de savoir ce qu'on a sur le coton, vérifier ce qu'on a enlevé ou non, et s'apercevoir, parce que là on voulait enlever le vernis, mais parfois on ne veut pas enlever le vernis, on veut nettoyer sans enlever le vernis. Donc là on voit que si on a de la fluorescence sur le coton, donc du vernis, ça veut dire qu'on n'a pas le bon produit. Donc voilà, c'est malheureusement des tests qui sont forcément qui dégradent légèrement l'objet, donc c'est pour ça qu'on le fait avec des cotons-tiges dans des zones les plus restreintes possibles. Et ensuite que l'on documente tout ça pour que les futurs restaurateurs qui auraient à intervenir, bon là en l'occurrence on a enlevé tout le vernis, mais par exemple ce qu'on a trouvé sur la sensibilité de la peinture, c'est important que ce soit documenté, ce qui fait que les prochains restaurateurs n'auront pas besoin de refaire ces tests et de redégrader l'objet, ils auront déjà l'information. Donc c'est des micro-dégradations les plus petites possibles, mais malheureusement c'est le seul moyen de savoir si ce qu'on utilise. Sachant, je n'ai pas précisé, mais sachant qu'on part toujours du produit le moins agressif. Donc on va commencer généralement par des white spirit parce que nous on a plutôt des choses qui sont sensibles à l'alcool, des vernis qui sont sensibles à l'alcool, voilà, l'eau, l'alcool, l'acétone. Enfin on va toujours du moins agressif. Et une fois qu'on a trouvé le produit qui suffit à notre demande, on ne va pas aller plus loin pour savoir absolument ce qui dégrade la peinture. C'est pas l'objectif. D'autres questions ou remarques? Oui. Vous nous avez bien expliqué la distinction entre votre travail de restauration et le travail d'entretien courant, le dépoussiérage. Vous n'êtes que 3, c'est quand même beaucoup d'activités dans l'atelier. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un autre personnel dédié à l'entretien courant? Non, l'entretien courant, c'est nous aussi. Après, on a depuis 6 ans... Non, c'est déjà la deuxième... ouais. Depuis 4 ans, pardon. Depuis 4 ans, on a mis en place justement avec un groupement extérieur. Enfin, à chaque fois, c'est un marché de 3 ans, donc c'est un appel d'offres à chaque fois pour renouveler le groupement de restaurateurs et de techniciens de restauration, qui sont deux métiers un peu différents et qui font le dépoussiérage des objets qui sont présentés dans les vitrines en fait. Nous, on s'occupe tous les lundis du dépoussiérage des objets hors vitrine. Mais on a justement, par manque de temps, du coup, on a externalisé le dépoussiérage des objets dans les vitrines. Et j'ajouterais qu'on a aussi un marché de cordistes pour, en particulier, les véhicules dans l'église. Voilà. Qui, eux, sont dépoussiérés 2 fois par an, du coup. Mais oui, c'est sûr que c'est une de nos missions, mais c'est une de nos missions de base. Donc voilà, après, on n'est que 3, on essaye de faire avec. Et c'est très important d'avoir ce regard régulier sur les objets. Donc c'est là qu'on est très très content d'avoir des collègues maison. Même si les collègues du marché font leur boulot très très bien. Je me demandais si vous aviez des informations sur l'utilisation à la fin du XVIIIe siècle de ces maquettes, et est-ce que la restauration vous a permis de voir quels usages avaient pu être faits, notamment des petits instruments comme la presse, l'instrument de soufflerie, ces choses-là. Est-ce qu'ils ont été manipulés? Est-ce que c'était fait pour être manipulé? Enfin, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, comme je vous disais, on a très très peu de traces archivistiques sur ces modèles déjà, et aucune sur leur utilisation ou usage, pour être honnête. Donc on est vraiment lié à des conjectures. On sait avoir une galerie de modèles était un des attributs aristocratiques, et c'était courant en Angleterre. On sait l'intérêt de la famille d'Orléans pour tout ce qui venait d'Angleterre, donc ça nous guide là-dedans. Après, c'était certainement pas des jouets, et je pense qu'on ne peut pas penser à de jeunes enfants manipulant ça, qui était l'âge à peu près des enfants dont Madame de Genlis avait, enfin des jeunes enfants d'Orléans, donc je ne pense pas qu'ils aient réellement manipulé. On peut imaginer, mais on est vraiment dans des conjectures,
Là aussi, le confinement m'a empêché d'aller consulter les quelques milliers de pages des journaux qui sont finalement conservés aux archives du Royaume à Bruxelles, où peut-être il y aurait une mention de leur usage, mais, parce qu'elles sont assez inédites encore. Mais on peut imaginer que ça pouvait être utilisé à des fins de taxonomie, pour nommer qu'est-ce que c'est qu'une varlope, qu'est-ce que c'est qu'un bouvet, montre le rabot, montre, ça aurait pu servir à ça, un peu comme les planches pouvaient servir. Ce sont des planches en 3 dimensions, mais honnêtement, on est dans les conjectures vraiment là-dessus. Voilà, on les croise à ce niveau d'intérêt pour ce qu'on appelle les arts et métiers, enfin toutes les techniques, les savoir-faire techniques, la pratique actuelle dans la dimension technique de certaines opérations, et puis beaucoup d'interrogations encore, et ce qui peut être de l'ordre de l'apparat aristocratique. Voilà. Et oui, sur la question sur la restauration, en fait, ce que l'on retrouve surtout, je pense, ce sont les traces de cette mise en exposition des années 60 qui ne sont pas tellement documentées, parce que je pense que beaucoup de choses étaient faites pour être mobiles, peut-être pas toutes les pièces que vous voyez sur le manteau de cheminée, parce qu'il y en a tant que ça présenterait quand même, mais encore aujourd'hui, vous l'avez vu sur les photos, il y a beaucoup d'éléments qui se démontent de la maquette, donc il y a certainement là aussi un but et un objectif, on va dire pédagogique dans un sens très, très vague, à avoir ces éléments mobiles, mais beaucoup ont été aujourd'hui collés, je pense plutôt pour des questions de facilité d'installation. Mais il n'empêche que vous pourrez penser à nous dans les semaines qui viennent, quand on va remonter ces maquettes, c'est un sacré boulot. Donc, voilà. Parce que là, on voit effectivement sur ce relevé la numérotation de toutes les pièces détachées. Ça, ce sont vraiment toutes les pièces qui ne sont pas collées, qui peuvent se retirer de la maquette. Donc on en a jusqu'à plus d'une centaine sur certaines maquettes. On n'a aucune trace, alors effectivement, des éléments mobiles, du soufflet, mais le cuir est très fragile, donc on ne sait même pas s'il a pu casser parce que le soufflet bouge tout seul, entre guillemets, par les mouvements, ne serait-ce que lorsqu'on déplace l'objet, ou si c'est vraiment une utilisation, on va dire, de l'objet. En tout cas, pour moi, ce ne sont pas des maquettes qui sont réellement fonctionnelles, et elles n'ont pas pu être utilisées en tout cas pour faire des expériences, il n'y a pas de traces de feu par exemple sur les forges, ou de traces là de produits dans tous les éléments en verre, toute la verrerie de la chimie. Il n'y a aucun résidu de produit à l'intérieur, ce que l'on a parfois sur des éléments de la verrerie de chimie taille réelle qui a servi, et dans lequel on a encore des résidus d'expérience. Oui, dans les collections Lavoisier notamment. Donc là, voilà, on a, en tout cas au niveau de la restauration, on n'a pas de trace d'utilisation, en tout cas pas d'utilisation fonctionnelle. A priori, pour moi, on n'est pas sur des objets réellement fonctionnels, contrairement à la machine à vapeur, par exemple, que je vous ai présentée à la fin, qui, elle, aurait pu fonctionner quasiment. Il y a tous les éléments pour qu'elle puisse fonctionner. Là, on n'est pas dans ce cas-là, et on n'a pas de traces, d'usage, en tout cas, dessus. Mais là, sur la machine à vapeur, par contre, oui, la lubrification, les traces d'usage, mais ça peut être des traces d'usage au sein du musée, en fait, pas forcément au départ. Ça, on n'a pas d'informations, de documentation là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Il y aura un cycle de conférences autour de l'exposition Top Model. Je n'ai pas les dates en tête, mais elles sont toutes indiquées sur le site du musée. Il y aura aussi donc la journée d'études qui aura lieu le 19 février 2021, ici au musée. Et la prochaine conférence est dans le cadre d'un autre cycle, c'est le cycle en partenariat avec le Festival des Utopiales, donc un festival de science-fiction. Et ça sera vendredi prochain dans l'amphithéâtre Abbé Grégoire du Conservatoire. Voilà. Toutes les infos sont aussi sur le site. Merci à vous et bonne soirée.